Bon, ben, puisque vous n'êtes pas tout à fait convaincu, on va continuer. Je vais donc avoir le plaisir d'accueillir ici Monsieur Gillet, François Gillet, qui vient d'arriver. On a eu un petit peu peur. Il est formateur d'éducateurs et coordinateur international à l'HEB. Il mène aussi des projets de recherche dans le cadre de Cerise. Et qu'est-ce que Cerise, derrière ce joli nom? C'est un centre d'études et de recherche sur les interventions socio-éducatives. Et il va nous parler du statut de l'éducateur, en faire une comparaison en Belgique et en Europe, et aussi, je pense, nous montrer toutes les associations possibles auxquelles les éducateurs peuvent adhérer. Merci. Bonjour. Mais voilà, je vais donc vous parler comme c'est prévu de l'aspect international du métier d'éducateur. Je vais peut-être parler un peu dans le micro puisque ça aidera peut-être à la voix à passer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous sentez les sons vibrer dans vos oreilles? Là tout au fond aussi, ça se passe bien? Vous entendez ce qui se passe? Parfait. Alors, vous parlez du métier d'éducateur au niveau international, ça peut sembler un peu curieux pour commencer de parler de ce côté international, parce que l'éducateur, c'est par définition un métier de proximité, du quotidien, quelque chose qui se vit dans la vie de tous les jours. On vient de le voir ici, hein, c'est des scènes de je veux du café, il n'y a pas de café, si j'en veux du café, c'est sur une tasse de café qu'on est capable de jouer des choses importantes du métier. Alors à la fois on a envie d'en rigoler parce que le quotidien, ben, heureusement, le quotidien c'est rigolo aussi, quoi. Ça fait plaisir le quotidien. Il y a des petites situations cocasses qui nous arrivent tous les jours et qui nous font sourire, voire parfois même rigoler aux éclats comme on a pu le faire ici. Donc ça c'est la vie du quotidien. Et donc c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. Quand on parle de l'éducateur, on parle d'un métier du quotidien. Et puis avant d'aller aussi vers l'international, vous rappelez que l'éducateur c'est un métier qui n'est pas fait que de parler et de penser, même si c'est ça qu'on fait un peu ce matin, puisqu'on est mis un peu dans cette configuration où il y en a qui vont parler, d'autres qui vont écouter, puis il y a des questions qui vont être posées. Donc c'est fort la parole qui va être le véhicule de notre pensée ce matin, mais qu'en même temps dans notre métier, sachez bien que c'est un des aspects de la parole. Mais on l'a vu ici que les enjeux étaient des histoires de se pousser, de prendre la place d'eux, de refuser, de me cacher en dessous d'une table, de pousser des cris qui soient autre chose que des mots. Hein, il y a dans café, café. Quand je dis café, je dis beaucoup de choses d'autres que le café là-dedans. Hein. Donc tout ça, c'est de la communication. Alors on appelle ça communication non verbale. C'est marrant ce mot-là parce qu'on utilise non verbal justement pour dire ce que ce n'est pas. Ça prouve que c'est sûrement quelque chose de très important. Hein. Quand on utilise le contraire de ce qu'on veut dire, c'est souvent qu'il y a quelque chose là-dedans de très fort. Et c'est tout ce qu'on appelle la communication corporelle, quoi. Hein, c'est le corps qui parle, le corps qui exprime. Et donc on dit souvent que notre métier, c'est un métier... ben là, on va aller vers un peu l'international. Déjà, les anglo-saxons, ils disent que c'est un métier HHH. Head, Hands and Heart. Il y a là-dedans effectivement des trucs qui sont du côté de la tête, de la pensée, de la conceptualisation, de la réflexion, d'un certain rationnel. Ça, c'est un des aspects du métier. Mais à côté de ça, il y a effectivement le côté heart, qui est plus le côté sensibilité, côté affectivité, dirait-on, et qui est fondamental. Dans un échange comme celui qu'on a vu, ça ne peut pas se passer juste en calculant, en mettant quelques équations qui vont essayer de s'équilibrer pour trouver la bonne manière d'agir. Oui, ce sera utile l'équation. Souvent, avant, après, c'est très utile d'en faire, mais pendant, il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité. On va sentir des situations. On dit même d'ailleurs il faut avoir du feeling, c'est le mot qu'on dit un peu. On a pris un mot anglais d'ailleurs, encore intéressant. On a pris un mot anglais pour dire quelque chose de très quotidien, que tout le monde capte plus ou moins. Oui, dans ce métier-là, il faut aussi du feeling, on dira. On ne dira pas qu'il faut que du feeling, bien sûr, mais on dira il faut aussi du feeling. Donc ça c'est le côté heart, sensibilité, le cœur étant un peu le symbole de cette sensibilité. Le cœur c'est un organe, mais très intéressant d'un peu réfléchir pourquoi cet organe est devenu tellement important comme symbole de tout ce qui est la sensibilité, l'affectivité. On a parlé d'amitié, d'amour aussi ici. Hein. C'était des mots qui ne sonnaient pas, qui ne pesaient pas un peu dans l'histoire. C'est pas juste du violon. Hein. Quand on parle d'amour et d'amitié, clairement, on parle de quelque chose qui compte dans ce métier-là.
On dit toujours que dans ce métier, s'il n'y a pas de relation, ben, le reste est difficile à démarrer. Si on perd la relation, comme on dit, ben, on est un peu foutu, quoi. Parce que on l'a vu comme quoi c'est ça qu'on travaille en permanence. De tout ce qu'on fait, en mangeant, en allant se balader, en faisant des activités, en faisant un groupe de parole, il y a toujours un truc, un compteur qu'on a à l'esprit qui est la relation. Il faut pas la perdre. En tout cas, si on la perd, savoir pourquoi on la perd et qu'est-ce que ça permet de refaire par après éventuellement. Mais bref, c'est quelque chose qu'on a à l'œil. Donc ça, c'est tout le côté heart. Et puis alors, il y a le côté hand, qui est le fait de prendre les choses en main. Hein. C'est le corps qui est là, qui agit. Donc c'est un métier d'action aussi. C'est rarement un métier qu'on peut faire seulement en parlant. Donc moi, je suis un petit peu dans cette position. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, mais en sachant bien que je parle de quelque chose qui fait partie de ces trois dimensions-là, quoi. Donc la tête, le cœur et les mains. Et j'aurais presque envie de m'arrêter avec vous une petite minute maintenant pour simplement vous aider, avant qu'on continue à réfléchir. Il faut qu'on me dise combien de temps j'ai aussi. Je ne me rappelle plus combien de temps je dois parler pour que je m'organise un peu en conséquence. Encore 20-25 minutes. Oui. Donc jusqu'à moins 10, on peut dire ça? Jusqu'à 10h moins 10. Donc voilà, prenons un peu une petite minute pour juste nous rappeler que nous sommes des êtres de parole, de pensée dans la tête, ok. On peut peut-être fermer les yeux 2 minutes pour repenser à ça. Donc ça, c'est pas compliqué parce qu'on est dedans. On se parle, on écoute, on rigole, on applaudit, on est fort là-dedans. Repensez un peu aussi qu'on est là-dedans, dans cette zone de nous, qui est la sensibilité, le sentiment, l'émotion. Hein, qu'on a eu ces émotions en écoutant cette pièce, qu'elle fait partie de nous en tant qu'être humain. On peut même se rappeler que c'était l'enjeu fondamental de la pièce qui venait de jouer, c'était une pièce d'émotion principalement. Hein. Et puis se rappeler qu'on a un corps, sentir le corps dans lequel on est. Donc réussir à être à la fois un petit peu en contact avec ces trois choses-là, parce que je vais essayer de la suite de mon exposé de faire référence à ces trois choses-là. Voilà, et pour vous aider à sentir, vous savez qu'un truc qu'on utilise beaucoup dans le métier d'éduc, c'est apprendre à respirer de temps en temps, quoi. Hein, quand on sent que les choses sont un peu trop dures, un peu trop tendues, un peu trop tristes, un peu trop, qu'elles font un peu peur, ou qu'il y a un peu trop d'agressivité. Quand je dis trop, qu'est-ce qui me permet de dire trop? Qu'il y en a en tout cas, qu'il y a ça. Respirer, ça aide à vivre avec ça, à ne pas se dire nos émotions, ah oui, les émotions, faut contrôler tes émotions, hein. Faut contrôler tes émotions, attention, maîtriser tes émotions. Et vous croyez que c'est vrai, ça, qu'on est toujours le maître de ses émotions, qu'on les contrôle? Je crois que si on essaie de faire ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des retours de manivelle, comme on dit. Hein. C'est sûr qu'il faut professionnaliser ses émotions, mais comment on fait? C'est sûrement pas en les maîtrisant, en les écrasant, voire en les coupant. J'ai entendu dire, je me rappelle d'un groupe d'étudiants tout début de l'année, un étudiant qui disait « Ah oui, mais les émotions, c'est pas professionnel. Hein. » Oui, aïe. C'était super intéressant que cette réflexion vienne parce que ça a amené une discussion dans la salle qui était super intéressante. Ah, ça veut dire quoi, les émotions, c'est pas professionnel? Tiens, c'est intéressant, parlons-en un peu. Et donc, on s'est bien rendu compte que les émotions, ça fait partie de notre métier. C'est même peut-être une des matières fondamentales. Je crois qu'ici, c'est assez convaincant. Mais comment on fait avec les émotions? Ça, c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est pour un peu vous rappeler de quel éducateur moi je suis venu vous parler. Donc je ne parle pas ni d'un cerveau, je ne parle pas ni d'un cœur débordant d'émotions et qui ne fait que ça, je ne parle pas d'un corps qui est là juste pour agir, je parle d'un être humain. D'un être humain qui est fait de ces trois choses-là. Par exemple, rien quand on réfléchit au mot humain, humain ça vient de humus, ça veut dire la terre, le sol. On est en contact avec la terre, on est en contact avec ce qui vit autour de nous. Donc ce côté, on est dans le quotidien, dans l'ordinaire des choses, dans là où ça se passe. C'est déjà dans le mot humain. Donc c'est de cet éducateur humain que je viens vous parler. Et je viens vous en parler dans un temps, dans une époque où effectivement on dit qu'il faut être professionnel, performant, etc. Et je ne crois pas que c'est mauvais, c'est bien qu'on soit stimulé à être professionnel, performant. Là je suis déjà un peu plus prudent avec le mot. Hein, en me disant, oui, mais de quelle performance on parle? Et puis, où elles sont les performances? Ici, elles étaient où? Les performances dans le geste, dans le mot, c'est pas évident à mesurer, hein, notre métier, la performance. Donc,
Moi, je parle d'un éducateur qui soit effectivement dans l'humain, lui-même, dans l'humain qu'il est, puisqu'il est humain, on est éducateur, on est éducateur. En tout cas, on est cet être humain qui décide de jouer le rôle de l'éducateur, parce que je crois que c'est important d'accepter aussi qu'il y a cette fonction, ce rôle, cette mission, mais c'est l'être humain qui entre dedans. C'est un métier où, si l'être humain n'entre pas dans la fonction, dans le rôle, dans la mission, il n'y a pas d'éducateur. C'est ça le paradoxe. Donc quand on parle du professionnel performant, j'ai un peu peur qu'on attende toujours justement celui qui joue bien son rôle, sa mission, et puis si l'humain est là, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais là, je dis non, il faut vraiment travailler à ce que cet humain soit présent chez la personne qui joue qui entre dans ce rôle, dans cette fonction d'éducateur, et aussi, bien évidemment, en étant conscient que c'est avec des humains qu'il travaille. Donc on est vraiment, je veux dire, du full humain. Hein. C'est pas du full sentimental, comme aurait dit Souchon, mais ici c'est du full humain. C'est-à-dire, il y a vraiment, tant du côté de l'émetteur, celui qui est la personne professionnelle responsable, qui est en place pour ça, que du public, comme on dit, les personnes qui sont avec qui on travaille, c'est de l'humain. C'est ça le principal. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est pas évident, l'humain. Vraiment, des moments où on se pose des questions. Hein, quand on réfléchit au travail, la manière dont le travail est organisé, quand on réfléchit à la famille, comment la famille vit, etc., comment on réfléchit à ce qui se passe dans la rue, dans le public, dans la société, l'humain, parfois, on a un peu l'impression qu'il fout le camp. En fait, il est parfois difficile à coucher. il y a vraiment un réel problème. Donc, c'est un des grands paradoxes que je vais vous amener et dans lequel nous plongeons en plein l'international, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'éducateurs, dans une situation paradoxale entre donc l'humain, pas besoin de faire un dessin, je l'ai assez expliqué, et l'attente d'une société qui veut de la performance, du technically correct, hein, des choses qui sont mesurables, etc., prouvables, l'evidence-based, comme on dit en anglais, des choses où il y a vraiment une série de critères tellement complètes qu'on peut dire, quand on a fait la somme des critères, oui, ça y est. Ça, c'est les attentes de l'extérieur. Et entre nous, la manière de vivre cet humain, je trouve qu'on a bien senti ici, en pouvant rigoler, ça c'est très chouette, parce que souvent quand on peut rigoler, c'est bon signe pour l'humain, souvent, sauf si le rire est désobligeant. Mais en général, le rire est un bon signe d'humanité, surtout dans ce genre de situation. Donc il y a ça, le côté de l'humain d'un côté, et puis de l'autre, la société, comment on pourrait l'appeler, managériale, voilà, c'est un mot qu'on emploie beaucoup pour dire on organise la production, la consommation, la distribution des choses de manière très, très rationnelle, très critériée, avec des mesures de performance, des mesures de qualité, etc. Et qu'entre ces deux positions, nous, on a un peu dans le paradoxe, quoi. Et moi, ce que je vais vous inviter ce matin, c'est de se dire, ok, le paradoxe, on le constate. Je crois que ça ne fait pas de grosses difficultés pour aucun d'entre nous de se dire, oui, il y a bien cette tension, ce paradoxe, ce décalage. Mais peut-être que notre défi d'éducateur, c'est effectivement de l'habiter. Habiter le paradoxe. Plutôt que de se dire, non, fouillons tout ce qui est technique, etc., tout ce qui est de la mesure, du benchmarking. Je vais de temps en temps prendre de l'anglais par plaisir, puisqu'on m'a demandé de parler international, je parlerai aussi un peu la langue internationale. C'est le benchmarking, c'est qu'il faut tout quantifier, quoi, hein, et comparer. En plus, on quantifie et on compare. Ça, c'est le benchmarking. Donc, c'est vrai que ça fait un peu une tension entre ce qu'on vit, nous, dans notre métier au quotidien. On a l'impression donc de devoir être dans quelque chose qui est difficilement quantifiable. Eh bien, moi, je vous invite à vous dire, ne nous mettons pas du côté de l'expérience, comme on la voit ici. Ne nous mettons pas du côté des chiffres, comme on le voit dans le management. Voyons ce paradoxe aujourd'hui, en 2016, et habitons ce paradoxe. Essayons de l'habiter, d'en faire quelque chose de dynamisant, de vivre dans une perspective constructive, en essayant de construire le métier d'éducateur aujourd'hui, en 2016, qui effectivement devra apparaître à certains de nos ancêtres qui ont fait ce métier il y a 50 ans peut-être, ils disent « mais est-ce que tu fais bien le même métier que moi ?» C'est très possible qu'il y ait des questions qui vont se poser. Mais je crois que
très vite, même avec 107 qui viendraient nous retrouver en nous disant, mais tu sais, nous il y a 50 ans, métier d'éducateur, c'était ceci, c'était cela, on arriverait, je crois, assez facilement à retrouver effectivement le sens de son métier. Alors le mot est dit, le sens du métier. L'international, c'est à ça que ça nous sert premièrement. L'international, quand on rencontre des éducateurs d'autres pays, qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres concepts, d'autres mots repères pour expliquer leur métier, pour l'effectuer. Parfois d'autres manières de penser. Quand on a d'autres mots, on a parfois d'autres mécanismes de pensée. Eh bien, le fait d'avoir quelqu'un qui fait autrement que moi, si par exemple je suis amené comme éducateur à devoir animer un groupe de parole par exemple, et au sort de ce groupe de parole, je vois que un autre éducateur d'un autre pays fait ça, avec une toute autre méthode que la mienne, avant de me poser la question, mais comment il fait lui? Comment il fait lui pour animer ce groupe de parole? Par exemple, tiens, il ne donne pas du tout de consignes au début. Moi, je donne quelques consignes au début parce que j'ai l'impression que c'est important de poser un cadre et de savoir un peu comment la parole va circuler, etc. Et puis lui, je vois, il ne fait pas du tout ça, lui. Il laisse un peu les choses démarrer comme ça. Et ça peut être, je ne sais pas, moi, j'ai vu un éducateur portugais faire ça, par exemple, l'année dernière. Très bien. Son groupe de parole s'est très bien passé, pas de problème. Mais il a vraiment commencé, je veux dire, à l'inverse de ce que moi, j'aurais pensé faire. Donc, quand je vois ça, quand je vois quelqu'un qui travaille tellement différemment que moi, que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne me pose pas la question comment il fait, je me pose la question, mais pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il fait si différemment? Pourquoi il a une autre méthode que la mienne? Et en fait, si l'international intéresse pas mal le monde des éducateurs, je dis que ce qui peut paraître étonnant, puisqu'on vient de dire l'éducateur, c'est le métier du proche, de l'humain, du corps, du cœur, de l'esprit, des choses qui se vivent dans le quotidien, tout ça. Eh bien, on constate que beaucoup d'éducateurs sont intéressés par l'international. Quand on voit les étudiants dans les écoles, par exemple, c'est une des sections. Donc, quand vous voyez tous les stages Erasmus qui se font là, en Europe en tout cas, c'est une des sections qui cartonne le plus après les langues. Vous dites, ouh là là, c'est impressionnant ça. Les langues, on comprend. Bon, les langues, ça fait partie de leur métier, dans la plupart des cursus de langue. Mais quand vous voyez, alors dans le cadre des métiers du social, c'est clairement le métier qui est le champion. C'est le métier du social qui attire le plus de jeunes qui ont envie d'essayer ailleurs, quelque chose ailleurs. Envie de faire un stage ailleurs, envie de faire un séjour d'études ailleurs, envie de participer à un programme ailleurs, envie de faire du volontariat international pour travailler dans une ONG pendant quelques temps, dans le cadre des vacances, peut-être même dans le cadre des quelques mois qui vont suivre le diplôme. Vous connaissez ce nouveau terme, un NEET, Non in Education, Employment and Training. C'est une caractéristique qui n'est pas propre aux éducateurs. Ça a beaucoup d'étudiants diplômés maintenant, et de non diplômés d'ailleurs, de non-étudiants non diplômés aussi, mais enfin beaucoup de jeunes entre 17-18 ans et 30 ans vivent des phases de NEET où ils se disent, moi je suis dans rien du tout pour le moment. Je ne suis pas en train d'étudier, je ne suis pas en train de travailler vraiment, parce qu'il faut quand même des choses, mais ce n'est pas officiellement un contrat de travail, si vous voulez. Ils ne sont pas en formation continuée, en train de faire un diplôme en plus ou de faire un certificat en plus. Ils sont un peu dans quelque chose d'intermédiaire. Eh bien, quand vous parlez que ces NEET, qui sont effectivement une frange importante de la population actuellement, il y a pas mal de jeunes qui sont dans cette situation-là, en fait, ils disent oui, mais ce moment-là de ma vie, c'est un moment où je me donne la chance de voir autre chose. C'est toujours le mot qui vient. Éventuellement ailleurs, mais tous les NEET ne sont pas des voyageurs. Il y a des NEET en plus qui sont voyageurs, qui vont aller dans d'autres pays, mais il y en a qui restent en Belgique, mais seulement ils vont voir autre chose. Ils vont se mettre dans d'autres situations. Ils vont un peu déménager, un peu bouger. Il y a donc ce besoin de l'ailleurs, de l'autre, qui, en voyant de l'autre, on est dépaysé. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Et en étant dépaysé, on est obligé d'un peu comprendre pourquoi ces gens réfléchissent comme ça, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils agissent comme ceci ou comme ça. Et pour un métier comme celui d'éducateur, eh bien c'est bien passionnant de pouvoir aussi élargir son esprit pour aller vers d'autres manières de travailler. Alors par rapport à ce métier-là, il me reste une dizaine de minutes, donc je vais aller maintenant vraiment vers le côté très international de mon propos.
pour aller vers ce qu'est l'éducateur international, il faut comprendre que dès le début de l'histoire des éducateurs, qui n'est pas très vieille, comme vous savez, hein, le métier d'éducateur spécialisé, ça commence à un tout petit peu prendre forme après la guerre 40-45. Donc, avant ça, c'est des métiers qui n'en sont pas vraiment, c'est des emplois, etc. Donc, depuis juste après la guerre 40-45, vous voyez que ce métier c'est en 48, donc vraiment, on pourrait dire 3 ans, il a 3 ans à peine le métier d'éducateur, qui a un premier petit embryon d'une association internationale qui se crée. C'est l'école Saint-Simon en France, près de Toulouse, qui est une grosse école d'éducateurs, et qui est encore connue aujourd'hui d'ailleurs, hein, et qui a l'idée de faire une connexion avec l'Italie. Une école de la région de Rome, où vit un monsieur qui s'appelle Paolo Marcoli, qui enseigne dans une école d'éducateurs, et il y a un premier axe qui se crée entre l'Italie et la France pour réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau métier en train de naître? Puisque, je vous dis, à ce moment-là, il n'y avait quasiment pas de statut nulle part. On est encore commençons à créer des écoles, c'est comme ça que ça a commencé, et en créant ces écoles, on va essayer de voir comment on peut construire un statut. Et cette réflexion s'est faite directement au niveau international. Et sur une dizaine d'années, très rapidement, entre 48, on va dire, et la fin des années 50, vous avez eu cette association qui est apparue, qui s'est appelée l'AIEJI, Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptés. Excusez le terme, c'est ce qu'on a trouvé comme terme à l'époque. Les jeunes inadaptés. Bon, c'est bien que l'éducateur ne s'occupe pas que de jeunes inadaptés. Il y a des inadaptés pas jeunes, il y a des jeunes pas inadaptés. Et puis le mot inadapté même, il fait un peu sourire aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça que l'association s'est appelée. Et vous m'en croirez si vous voulez, mais aujourd'hui elle s'appelle encore comme ça. Alors que c'est devenu une association mondiale maintenant. Donc il y a, si vous avez sur Internet, donc AIEJI, vous tapez ça, vous aurez tout sur les éducateurs à l'international. Et vous verrez qu'il y a même des chambres continentales. Donc tu as la chambre latino-américaine, nord-américaine, européenne, asiatique. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant de voir que ce réseau s'est construit au départ de deux initiatives en 48. Elle s'est appelée AIEJ parce que c'est parti. La première réunion a eu lieu en France, donc le mot français est resté, alors que tout s'appelle avec des mots anglais. Ça reste l'AIEJ. Vous allez en Chine, on dit l'AIEJ. Vous allez aux États-Unis, on dit l'AIEJ, wonderful. Vous allez en Italie, c'est l'AIEJ, etc. Donc chaque accent ne transforme pas le mot Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptés. Ça, c'est une première grosse association qu'il faut connaître parce qu'elle vous permet vraiment de vous informer de ce qui se passe par rapport au métier dans tous les pays du monde. Pour ceux qui s'intéressent aussi à la place de l'éducateur dans les métiers du social, c'est une grosse question aujourd'hui, hein, qui est aussi bien réfléchie. Je crois que c'est un peu le thème de la journée d'aujourd'hui. Faut-il engager un éducateur sous-entendu plutôt qu'un autre, hein? C'est un peu ça l'idée. Donc, plutôt qu'un autre métier du social pour l'interrogation. Voire un métier pas du social pour l'interrogation. On pourrait mettre beaucoup de points d'interrogation à la suite de cette question-là. Il est évident que c'est une question un peu provocante. On sent bien que ce métier a vraiment une importance en tant que tel. Et puisqu'il y a des associations d'éducateurs, vous avez même une association d'écoles d'éducateurs, hein, elle s'appelle la FESET, c'est une association européenne, celle-là, c'est pas mondial, c'est européen, qui représente les écoles d'éducateurs. Donc ça, c'est une réflexion qui se fait réellement sur le métier d'éducation sociale. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il faut bien continuer à approfondir et réfléchir cette question de l'éducateur spécialisé, de l'éducation sociale, même si ça s'appelle parfois un peu autrement. Hein, vous allez en Amérique latine, c'est c'est l'éducation sociale, oui. Ils prennent les mêmes. Donc, chez nous, dans les pays francophones, on a le mot éducateur spécialisé. Dans les pays latinos, Espagne, toute l'Amérique latine, etc., c'est plutôt éducation sociale, effectivement. Quand vous allez chez les anglo-saxons, vous allez entendre le mot social care work, donc le travail de soins social. Intéressant ce mot-là, hein? Care work, social care work, un travail de soins social. Ou alors ils appellent ça aussi, dans certains pays anglo-saxons, la Youth and Community Education, l'éducation des jeunes en groupe. Donc c'est très général ça. Hein, et par rapport à notre métier, on sent bien que c'est beaucoup trop restrictif. Mais en Angleterre, quand on envoie un étudiant en stage, suivant le type de stage qu'il va faire, il va être plutôt dans Youth and Community Education, ce serait plutôt l'aide à la jeunesse notamment, ce qu'on va appeler nous l'aide à la jeunesse, et certains hébergements de personnes handicapées aussi.
Et alors, et puis tout le reste, on va appeler social care work, quoi. Là où il y a une blessure sociale, une difficulté, un défi social quelque part, on se dit qu'il faut faire du social care, du soin social. Ou social educational care. Ça, c'est nos amis norvégiens qui assistent toujours là-dedans. Ils disent, oui, mais quand les Anglais parlent, ils veulent dire social educational care. Les Norvégiens, c'est des gens qui sont vraiment très à fond pour dire, gardons vraiment une identité béton d'éducateurs spécialisés, différente du travail social. Dans ce pays-là, c'est vraiment radical. Vous avez les filières tout à fait séparées, rien n'est perméable. Vous avez des pays où le métier d'éducateur et la formation d'éducateur donc, est plus connecté avec le reste du travail social, les autres métiers du social. Ce qu'on connaît chez nous, c'est l'assistant social. Il y a aussi l'animateur socioculturel qui est présent dans beaucoup de pays. Il y a un autre métier du social qu'on ne connaît pas tellement chez nous, mais qui est aussi très présent, c'est ce qu'on appelle le travail familial. Chez nous, il arrive souvent, en plus de... tu es éducateur dans la jeunesse, et en plus, tu vas faire du travail familial. C'est souvent quelque chose qu'on intègre dans un profil. Les personnes handicapées, même chose. On va dire, il va y avoir une partie du boulot qui consiste à s'occuper de la relation avec la famille, etc. Il y a des pays où c'est vraiment un métier en tant que tel, quoi. Ça s'appelle Family Work, ou bien... Les Allemands ont inventé ça il y a très longtemps. Ça s'appelle Familienarbeit. Ils ont des maisons familiales dans quasiment tous les quartiers, des grandes villes, bien sûr. Et c'est une maison comme on a des maisons vertes chez nous, etc., où on peut venir avec ses enfants, on peut rencontrer d'autres parents, on peut faire du travail familial, quoi. Voilà, ça c'est vous donner quelques exemples des autres métiers du social. Un autre métier, par exemple, qu'on ne connaît pas chez nous, ça existe au Québec, c'est l'orientation professionnelle. La plupart des universités québécoises ont cette orientation possible. Donc c'est un professionnel qui va travailler, lui, à aider les gens à mener leur carrière, quoi. Donc à cheminer en trouvant le bon boulot au départ. Donc dès le départ, ils sont là. C'est ce qu'on fait chez nous dans des services d'information jeunesse, etc. Là, il y a vraiment des bureaux qui font ça, mais ça dure toute la vie. Donc de ta toute première idée de travail, de projet d'études jusqu'à ta retraite, tu as quelqu'un qui peut effectivement t'aider à réfléchir. Tiens, tu fais ce boulot depuis 12 ans, tu as l'air d'un peu t'embêter, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais améliorer, comment tu pourrais réaménager ton poste éventuellement, etc. Donc tout ça, c'est un métier. Et ça, c'est les métiers du social. Donc ça, l'éducateur que nous sommes, les éducateurs, les éducatrices que nous sommes, nous devons prendre conscience de ça aussi, quoi. Qu'il n'y a pas que notre métier dans le social, qu'il y a les autres qui sont là, puisque dans la réalité du métier, on travaille en équipe interdisciplinaire avec tous ces métiers. Et ça, l'international nous aide un peu aussi à comprendre, parce qu'il y a des associations qui, elles, s'occupent justement de réfléchir au métier, au pluriel du social. Vous avez... je vais en parler que d'une, parce que c'est celle qu'on connaît peut-être le mieux, qui est directement accessible chez nous, c'est l'AIFRIS. C'est une association francophone. Association, donc AIFRIS, Association internationale, AI, pour la formation, la recherche et l'intervention sociale. Donc le mot intervention sociale est intéressant parce que là, il regroupe tous les types de métiers du social possibles et imaginables. Passé, présent et avenir. Parce que ça bouge aussi. Ça bouge la question des métiers, donc c'est intéressant de voir comment ça bouge dans d'autres pays, de voir comment ça bouge chez nous et de voir s'il y a peut-être d'autres métiers à inventer. Peut-être que dans 10 ans, il y aura de nouveaux types d'études qui vont naître avec un nouveau métier, parce que donc ça, il ne faut pas avoir peur de ce qui peut éventuellement bouger dans les métiers, pour nous permettre, nous, de mieux nous ancrer réellement dans ce que nous sommes. Je crois que c'est ça. J'entends beaucoup de gens qui, dès qu'on leur parle des autres métiers, qui commencent à avoir peur, qui disent oui, mais concurrence, territoire, compétence. Et je sens que ça s'agite dans leurs esprits. Et je me dis oui, mais c'est vraiment important de bien lire la compétence de nos collègues qui travaillent avec nous au quotidien, pour pouvoir d'autant plus sereinement réaffirmer les nôtres. On pourrait prendre un petit exemple. Je vois qu'Isabelle est là devant moi. On est dans un groupe de travail ensemble où on réfléchit, par exemple, aux collaborations entre les éducateurs et les infirmiers, et les gens qui donnent des soins en général. Et on se rend compte que cette réflexion, elle est importante, parce qu'actuellement, il y a le souci de définir les tâches. Que fait chaque professionnel? Quels sont les gestes que l'éducateur peut faire, ne peut pas faire? On a même des problèmes qui seraient possibles pour les éducateurs si on ne réussit pas à faire avancer cette question-là.
Et on se rend compte là que effectivement l'important c'est de pouvoir se dire chacun quelles sont nos spécificités. Pour l'éducateur, ce qu'on dit toujours, nous, comme spécificité centrale, et je vais terminer par ça, c'est que vraiment ce côté relationnel qu'on a vu ici au début, ce relationnel qu'on met au centre de notre travail, j'ai presque envie de dire ce soin relationnel qu'on est capable d'accorder dans toutes sortes de circonstances, comme une situation qui est en train de s'emmêler un peu comme celle-là, ça c'est vraiment notre cœur de métier. Et si même parfois d'autres sont aussi amenés à être en relation, hein, je reprends l'exemple d'une infirmière qui doit distribuer des petits déjeuners le matin, ou une aide-soignante, ou quelqu'un qui distribue des petits déjeuners le matin dans une institution. En distribuant des petits déjeuners, il y a le fait de faire l'acte de poser le plateau devant la tête des gens et de venir le reprendre à la fin du repas. Ça, c'est une chose. Mais pour nous, ça, c'est pas un petit déjeuner. Pour un éducateur, le petit déjeuner sera s'asseoir à table avec des personnes. Et même si les plateaux ont déjà été distribués, soit qu'il les distribue lui-même, soit qu'il fasse ce qu'il faut pour que le déjeuner soit là. Et s'ils ont déjà été distribués, là commence le boulot, le vrai boulot. C'est qu'on va manger ensemble. Et ça, c'est le cœur, le centre du travail d'éducateur, pour lequel je n'ai aucune peur qu'on perde ce sens-là, mais pour lequel il faut certainement savoir bien se mettre en place pour affirmer cette spécificité par rapport aux autres métiers, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Et pour ça, nous avons des associations qui peuvent nous aider. Je vous remercie. Et je suis prêt pour vos questions, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à poser 2-3 questions, comme ça vous pouvez un petit peu approfondir l'un ou l'autre point voulu. Je sais pas, on se donne 5 minutes pour les questions? On fait ça? Et il y a des micro-baladeurs. Oui. Oui, je te remercie pour cette question qui est bien intéressante. Juste peut-être un peu resituer que le métier d'éducateur, je ne dirais pas qu'il est venu de la guerre en tant que tel, mais historiquement, c'est vrai que on peut dire qu'il est apparu en termes un peu organisés après la guerre. Mais il y avait déjà quelque chose qui se passait avant ça. Il y avait des gens qui faisaient de l'éducation sans être appelés des éducateurs d'ailleurs, c'était plus des sortes de gardiens, etc. Donc je mettrai un peu des nuances en disant qu'il est venu de la guerre, mais effectivement constatons qu'historiquement c'est suite à cette cataclysme que ça s'est passé. Et donc qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit une société qui est aussi un peu une guerre, il ne faut pas rêver, une guerre c'est toujours un réajustement de société. On sait bien que les motifs politico-géopolitiques et géostratégiques sont finalement des choses qui essayent d'exprimer quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une société en déséquilibre, quoi. 14-18 c'était ça, la guerre de 70 c'était ça. Toute l'histoire n'est faite que de déséquilibre qui essaie de se réajuster. Et malheureusement, les êtres humains ont inventé ce truc qui s'appelle la guerre, qui est la manière radicale d'aller, on va saquer dedans, on va tout casser, et puis on verra bien qui reconstruit le mieux au départ de ça, qui a gagné, qui a perdu, etc. Donc oui, ça a été un choc. Je crois qu'il y a dû jouer dans le fait de... Par exemple, l'Europe est née de ça, on le sait bien, et notre métier, c'était aussi un métier de construction positive. Donc ça, c'est clair qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une forme de déstabilisation de la planète. Hein. C'est une guerre, c'est pas une guerre mondiale, mais c'était vraiment une crise mondiale, on est d'accord, qui est beaucoup plus du style les pays occidentaux ont conduit le monde jusque-là, et puis ça commence maintenant à plus trop bien marcher, quoi. Les autres blocs sont en train d'émerger, des équilibres précaires sont en train d'essayer de se reconstruire. Pour le moment, on est là-dedans, donc il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse par rapport à ça. On n'est pas du tout dans un monde où les valeurs sont claires, on sait vers où on va, comme, je sais pas moi, comme au début de la révolution industrielle, le milieu du 19e, ou bien comme juste après la guerre 45, on va reconstruire la libération, l'Europe et tout ça. On n'est pas du tout dans ce mouvement-là. On est dans un mouvement, le monde il est pas très clair, et ça se ressent à différents niveaux de la société. Hein. On a beaucoup de pauvreté,
on a beaucoup d'inégalités. Pour un métier comme le nôtre, par exemple, la justice sociale, elle est criante aujourd'hui. On a des inégalités entre les très riches et les très pauvres qui je crois, comme elle n'a jamais été. En termes de quantité, j'entends. Hein, quand tu vois les sommes astronomiques accumulées là dans les sphères hautes et les chiffres qu'on citait ce matin à la radio, hein, à Bruxelles, un enfant sur 4 vit dans une famille où il n'y a que 2 chômeurs, donc il vit de la pauvreté. Quoi. Bruxelles, 2016. Donc on est dans une société de crise. Ça, c'est pas à te faire au dessin. Wallonie, c'est 1 sur 5, c'est pas beaucoup mieux, mais voilà, c'est pas terrible quoi, quand même. C'est dans des pays soi-disant hein, développés, civilisés, etc. Donc je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est ça notre crise. On ne sait plus bien. Avant, on croyait vraiment que l'Occident montrait la bonne direction, que c'est lui qui avait raison, avec sa science, sa réflexion, sa philosophie, c'est ce qui est bon pour l'humanité. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau international, on est plus maintenant, on essaie de sortir du paradoxe missionnaire, comment on appelle ça du paradigme missionnaire. Le paradigme missionnaire, c'est-à-dire l'Occident, et c'est ce qui est bon, il va aller dire aux autres peuples comment il faut faire, faites comme nous, vous serez heureux. Je crois que ça ne marche plus. Par exemple, les étudiants de l'international, on les prépare toujours en disant, surtout n'allez pas là en disant, nous aussi ce qu'il faut faire dans l'éducation chez vous. Hein. Vous oubliez ça. Essayez d'arriver là et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'éducation chez vous et qu'est-ce que moi je pourrais faire avec ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble surtout. Quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une autre petite question. On n'a plus le temps. Eh bien, je vous remercie et bonne continuation pour cette journée.